Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Explorons Bitcoin. Je suis Roxy de Découvre Bitcoin et aujourd'hui nous allons parler de la théorie du jeu par rapport à Bitcoin, donc la Game Theory. Je vous explique souvent que Bitcoin a énormément de facettes, c'est de la cryptographie, c'est de la finance, c'est de l'histoire et c'est également du coup de la théorie du jeu. Comment est-ce que les gens entre eux vont interagir, quels sont les intérêts à s'implémenter dans ce réseau et pourquoi finalement à la fin de toutes mes vidéos c'est souvent vous devez décider est-ce que vous allez adopter Bitcoin ou l'ignorer. C'est aujourd'hui le thème de cette vidéo. Pourquoi? Simplement parce que l'intérêt des mineurs est quelque chose d'important à comprendre. Et plus que ça, aujourd'hui, ou du moins il y a une semaine, El Salvador a été le premier pays à reconnaître Bitcoin comme étant une monnaie à cours légal. C'est quelque chose d'extrêmement important et c'est le premier pas à mes yeux de, on va dire, la game theory de Bitcoin d'un point de vue étatique mondial. C'est le début de cette hyper-bitcoinisation que je crois qui va être mis en place et pourquoi finalement El Salvador, malgré que ce soit un pays très petit, est le premier domino qui va engendrer, on va dire, une sorte de suite logique d'événements qui, poussé par la théorie du jeu, est à mes yeux quasiment inévitable. Alors comme toujours, vous le savez, cette série est plus longue, d'un style à peu près podcast et ça va être mon point de vue avec des ressources dans la description et on pourra toujours y débattre. Je vous invite à liker et partager si vous êtes toujours avec moi dans ce projet pour accompagner, on va dire, notre nation française dans l'évolution naturelle vers Bitcoin parce que là où El Salvador va accepter Bitcoin en monnaie à cours légal, vous le savez si vous suivez un petit peu ma chaîne, la France, on en est très loin. Et tout ça, on va en discuter dans cette vidéo parce que ça fait partie finalement de cette théorie du jeu sur pourquoi est-ce qu'une nation accepterait Bitcoin et une autre non. Je suis Roxy, bienvenue dans Découvre Bitcoin, c'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. La game theory, donc la théorie du jeu, est un concept mathématique et donc de stratégie pour analyser l'adversaire et la meilleure façon d'appréhender un jeu. Pensez-le comme ça, lorsque vous devez prendre une stratégie, des fois, vous n'êtes pas le seul à prendre cette décision. Et du coup, le principe de la théorie du jeu consiste à analyser tous les acteurs autour de vous et penser votre solution, votre stratégie, votre décision par rapport à un certain nombre de critères, à savoir qu'est-ce que l'adversaire va faire, quels sont mes risques, quelles sont mes conséquences, quel est le coût à obtenir l'un ou l'autre et quelle est ma récompense ultime. Et une fois qu'on a analysé l'ensemble du jeu, une fois qu'on a compris qui était en place, qui sont nos adversaires, qu'est-ce qu'on peut risquer, on peut commencer à se positionner. Et c'est souvent la grande question qu'il y a par rapport à Bitcoin. Quelle est la récompense? Quel est le risque? Aujourd'hui, quand un pays comme El Salvador, qui a pour monnaie légale actuellement le dollar, suite à l'effondrement de leur monnaie donc dans les années 2000, au début de même 2001 de mémoire, vous êtes dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'options. C'est un pays pauvre, très criminalisé, où finalement ils sont sous la tutelle indirectement, donc la monnaie du dollar. Donc lorsque les Américains, la Fed imprime, El Salvador ne récupère quasiment aucune de cette impression monétaire. Par contre, leur monnaie à eux se voit dévaluée. C'est dans ce genre de pays où la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée une monnaie locale qui va finalement continuer à être dévaluée comme on le voit dans énormément de pays comme l'Argentine, la Libye, la Turquie? Ou est-ce qu'on accepte un standard Bitcoin? En l'occurrence, aujourd'hui, El Salvador a passé la loi et c'est devenu une monnaie officielle. C'est la première fois dans le monde que ça arrive. C'est quelque chose d'extrêmement incroyable. El Salvador a donc dû faire un choix logique, rationnel, en se disant quel est mon risque d'attaquer le dollar, d'arrêter d'être sous le dollar et donc que ça soit ma monnaie, et quelles sont les conséquences et le gain que je pourrais avoir à adopter Bitcoin en tant que monnaie nationale. Apprendre à mon peuple à l'utiliser et créer toute une infrastructure Bitcoin. C'est ça la théorie du jeu. C'est se positionner pour le futur en pensant quels sont mes adversaires. Outre El Salvador et donc on va dire le pouvoir étatique, Bitcoin est bourré de cette logique de théorie du jeu. C'est comme ça que les mineurs opèrent, c'est comme ça que le réseau est sécurisé, c'est pour ça que les bitcoiners comme moi faisons ce travail, c'est pour ça qu'on essaie de red pits les gens, c'est pour ça que le réseau a des nœuds, c'est pour ça qu'on est autant dessus. Tous les éléments de Bitcoin sont finalement de la théorie du jeu. Simplement parce que nous avons un intérêt à défendre ce réseau. Nous nous positionnons en conséquence. Nous savons que nous sommes des rebelles, nous savons que nous sommes en contradiction avec le statu quo et du coup, pour garantir notre survie, nous devons adopter un certain nombre de caractéristiques. Faire tourner des nœuds, avoir nos propres clés, faire attention à notre vie privée,
développer les couches infrastructurelles, travailler dans cette industrie, travailler dans l'éducation pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre ce qu'on essaie d'envisionner pour le futur, adopter cette stratégie, et c'est donc cette stratégie qui est simplement une nouvelle monnaie, à notre échelle, à l'échelle de notre société, à l'échelle de notre région, à l'échelle de notre nation. Et c'est exactement ça le principe même de Bitcoin. Quelque chose qui, comme un virus finalement, va d'une personne à une autre et finalement termine par avoir une communauté grandissante. La meilleure façon de visualiser ce propre virus de théorie du jeu, on va dire dans le monde, c'est analyser en 24 heures, 48 heures, quels ont été les impacts et les répercussions de El Salvador. Le simple fait que El Salvador dise que Bitcoin va devenir une monnaie à cours légal et que le président mette ses yeux laser, comme je les ai sur Twitter ou comme beaucoup de Bitcoiners les ont sur Twitter, d'un coup, on s'est retrouvé avec des députés d'Argentine, du Brésil, du Mexique, du Paraguay, de l'Uruguay, qui se sont mis à faire la même chose, à promouvoir Bitcoin, à dire nous voulons également faire des lois pour ça, nous voulons créer des partenariats pour Bitcoin, nous voulons aller vers ce futur. Nous en avons marre d'être, on va dire, sous la tyrannie du pétrodollar, sous la tyrannie de l'Europe pour certains pays, parce que c'est un petit peu le même principe, et nous voulons prendre notre indépendance. Ce choix, il peut être fait uniquement quand on comprend qu'on peut gagner. On ne fait jamais ce choix si on est sûr de perdre. Sauf que comme Bitcoin est assez gros pour ne plus être banni, comme Bitcoin est vraiment décentralisé, comme Bitcoin a des solutions de couche 2 avec Lightning Network pour permettre une utilisation réaliste dans un pays, les pays maintenant peuvent prendre cette décision. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Encore une fois, on sait tous que la France ne va pas le faire demain parce qu'il n'y a aucun intérêt. On va perdre le monopole qu'on a bancaire, on va perdre, enfin non, quand je dis on, je parle des personnes à Bruxelles, à l'Elysée et nos banquiers, évidemment. Vous pouvez regarder la vidéo 1 sur le monopole bancaire s'il faut être à jour par rapport à ça. Donc c'est pas nous qui décidons, c'est eux qui décident. Mais ces personnes qui décident en France et en Europe n'ont aucun intérêt à accepter Bitcoin parce que accepter Bitcoin signifie perdre le pouvoir qu'ils ont. Mais toutes les petites nations pauvres qu'on vient de citer, tous les pays qui sont finalement en train de voir leur épargne, leur monnaie locale se faire absolument anéantir ou alors littéralement utiliser la monnaie d'un autre pays sans en avoir les bénéfices, ces pays sont les premiers à avoir un intérêt à adopter Bitcoin. Suite à ça, on peut citer le Togo où le président littéralement a dit, pour citer un petit peu Michael Saylor pour ceux qui savent, nous avons également une trésorerie de 700 millions. Ce qui est ridicule, soyons honnêtes. Beaucoup de sociétés ont plus d'argent que le pays du Togo, qui est donc une île à l'est du coup, excusez-moi, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, pour vous parler, à côté des Fidji. Et ce pays, c'est un pays relativement petit, qui a un GDP de 700 millions, et il dit que sa trésorerie est comme un cube de glace qui est en train de fondre petit à petit. Il a repris l'expression de Michael Saylor qui parlait de sa trésorerie pour sa société MicroStrategy. Mais l'idée est la même. Toutes ces nations, toutes ces sociétés, petit à petit, se rendent compte que l'alternative existe, l'alternative est là, et du coup, ils ont un intérêt à l'adopter. Une nation qui l'adopte fait que plusieurs nations ont la porte ouverte pour le faire. Plusieurs nations ensemble qui acceptent Bitcoin renforcent la légitimité de Bitcoin pour que d'autres nations plus grandes se mettent eux-mêmes à accepter Bitcoin. Etc., etc., etc. Ceci est la game théorie de Bitcoin à l'échelle des États. On pourrait penser cette même théorie du jeu, on va dire, sur les grosses sociétés américaines, et on l'a déjà vu. C'était MicroStrategy qui a été la première du Nasdaq à faire un mouvement pour littéralement mettre 60 ou 80% de sa trésorerie dans Bitcoin. Suite à ça, tu vas avoir des sociétés comme Tesla qui le font également. Vu que Tesla met une partie de sa trésorerie en Bitcoin, ils ont un intérêt à aider le système, ils ont un intérêt à aider le réseau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont accepté pendant une petite période l'achat des voitures Tesla grâce à Bitcoin. Quand ils l'ont fait, ils ont utilisé quoi? Une solution open source. Ils sont en détention de leurs clés, ils font tourner leurs propres nœuds. Et oui, Tesla, Elon Musk, fait littéralement tourner leur nœud Bitcoin. Et c'est complètement logique parce que si tu mets ton argent dans ce réseau, si tu commences à vouloir adopter Bitcoin, tu es incité, tu es poussé par la logique même de ce protocole à l'adopter pleinement. Tu ne peux pas l'adopter un petit peu. Tu ne peux pas dire je prends du Bitcoin mais je ne détiens pas ma clé. Je ne fais pas tourner un nœud. Je ne veux pas aider le réseau. Parce que si tu n'aides pas le réseau, finalement, tu détruis toi-même la sécurité de ton investissement, de ton système financier. Donc un pays comme El Salvador,
aura tous les intérêts du monde à pousser sa population à faire tourner un nœud, à pousser sa population à comprendre ce que c'est et adopter quelque chose d'open source. Et c'est d'ailleurs dans le texte de loi où c'est très clairement stipulé que le pays, le président, le gouvernement devra et fera tout son possible pour éduquer la population sur cette technologie et aider à ce que l'infrastructure se développe. Ils vont devoir mettre des systèmes pour que tout le monde ait Internet dans ce pays où quasiment les 3/4 des personnes n'ont pas accès au système bancaire. Donc toute cette utilité finalement, toute cette nécessité à adopter pleinement Bitcoin fait partie de la théorie du jeu de Bitcoin. Tu l'adaptes jusqu'au bout. Parce que d'un coup, tu as ton skin in the game. Tu as ton argent dans le jeu, tu as ta peau sur la table et si jamais ça rate, c'est foutu. Donc tu vas tout faire pour rendre le projet de plus en plus efficace. Et c'est là où souvent nos mineurs sont le premier exemple de cette théorie du jeu. Un mineur est quelqu'un qui a forcément une logique financière à défendre le réseau. Pourquoi ça? Parce que comparé à un système comme la proof of stake, donc la preuve de réserve, où finalement les gens avant ont plus de pouvoir parce que c'est leur argent et les nouveaux arrivants ont moins d'intérêt, dans le minage de Bitcoin, en proof of work, c'est l'inverse. Les nouveaux mineurs, les nouveaux arrivants vont mettre énormément de capital pour avoir l'infrastructure, pour avoir l'équipement et du coup, ils ont un intérêt à être honnêtes. Parce qu'un mineur déshonnête, c'est quelqu'un qui a mis plein d'argent dans de l'infrastructure, qui a perdu et finalement qui est rejeté du réseau. Du coup, les mineurs sont poussés à être honnêtes et c'est toute la logique en fait de la sécurité de Bitcoin. Quand tu mines du Bitcoin, tu y vas forcément pour du long terme et tu dois être honnête. Tu dois respecter la chaîne la plus lourde et tu ne veux pas être en contradiction avec tous les utilisateurs. Parce que comme on l'a déjà vu en 2017, si jamais c'est le cas, il peut y avoir des user soft fork activation où finalement ce sont les utilisateurs des nœuds qui décident le futur du protocole. Et les mineurs sont mis de côté parce qu'ils ne respectent pas la majorité des utilisateurs. C'est toujours des compromis entre utilisateurs, mineurs et le marché, mais finalement, ces trois choses doivent s'aligner parce que la théorie du jeu dit si jamais l'un d'eux est malhonnête, il sera dégagé, perdra de l'argent, perdra son pouvoir. Donc ça force tout le monde à être honnête, tout le monde à miner honnêtement. Et c'est exactement ce qui se passe à grande échelle. Aujourd'hui, lorsque El Salvador dit « je vais mettre Bitcoin, ma monnaie légale », qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont miner du Bitcoin. Évidemment qu'ils vont miner du Bitcoin. Ils vont miner du Bitcoin avec des ressources naturelles qu'ils ont, comme des volcans. Ils vont mettre de l'éolien, ils vont mettre du solaire. Ils vont aller miner plein de Bitcoin. Parce que d'un coup, ça devient un revenu passif pour leur trésorerie nationale, avec la banque centrale finalement du El Salvador qui va détenir des Bitcoins. C'est un intérêt pour tous les entrepreneurs et c'est un intérêt pour garantir la force, la sécurité et la décentralisation du réseau. Si El Salvador ne se met pas à miner du Bitcoin, c'est-à-dire qu'ils font littéralement confiance aux autres pays à ne pas trahir leur propre monnaie. C'est quelque chose qui serait inimaginable. On met un budget militaire pour défendre finalement notre monnaie, notre valeur et notre système. Et de la même façon, demain, tous les États vont mettre un budget minage pour garantir que le réseau qu'ils ont adopté ne puisse pas être compromis ou attaqué. Donc c'est complètement naturel et c'est la théorie du jeu qui veut ça, que les mineurs, que El Salvador va accueillir des mineurs, se mettre à miner extrêmement, beaucoup quoi. Cette théorie du jeu pour les mineurs se voit également avec l'écologie. Si vous avez vu l'Explorons Bitcoin sur l'écologie, qui sortira ou avant ou après celui-là, mais très prochainement, vous inquiétez pas, vous savez que les mineurs ont un intérêt économique à aller vers le renouvelable. Simplement parce que c'est moins cher. À partir du moment où tu as une source d'énergie qui coûte zéro, tu as une source d'énergie renouvelable verte constante, tu es poussé à l'exploiter pour du minage parce que le surplus, au lieu de le jeter, tu l'utilises pour miner. Cette même source de revenus qui vient finalement de l'énergie renouvelable a un intérêt à être mis dans la recherche et développement pour trouver d'autres solutions plus performantes, renouvelables, pour justement maximiser cette source de revenus. Du coup, d'un coup, tu te retrouves avec énormément d'argent qui va aller en recherche et développement pour de l'énergie verte qui n'est pas subventionnée par l'État, mais qui vient du marché libre. Et ça, c'est absolument incroyable. Et c'est encore une fois la théorie du jeu de Bitcoin qui, à long terme, veut ça. Pour sécuriser le réseau, les mineurs doivent trouver de l'énergie pas chère. L'énergie pas chère, c'est de l'énergie qui est perdue, non exploitée ou alors renouvelable. Donc, ils ont un intérêt à se positionner là-bas. Les revenus ont un intérêt à être remis en recherche et développement dans ce même secteur d'activité pour maximiser cette même chose. C'est absolument passionnant parce que c'est comme ça que le réseau devient si robuste.
Aujourd'hui, si vous êtes un État et que vous voulez adopter Bitcoin, il y a fort à parier qu'avant, vous allez payer des hackers pour essayer de craquer Bitcoin, détruire Bitcoin. Vous allez faire des recherches pour réussir à craquer une clé privée, faire des recherches pour réussir à détruire le système de nœuds, de blockchain, etc. Évidemment, on ne peut pas, les études ont déjà été faites, tous les États du monde ont déjà essayé, tous les organismes du monde ont déjà essayé de détruire Bitcoin. La raison que Bitcoin aujourd'hui est valorisé quasiment à 1 trilliard avec 100 millions d'utilisateurs partout dans le monde et que El Salvador l'adopte, c'est parce qu'on ne peut pas le détruire. Mais avant qu'un État l'adopte, il y avait forcément d'autres États qui ont payé pour essayer de le détruire. Ça pareil, ça renforce la position de Bitcoin. Ça fait que finalement les gens vont voir les États en disant non mais arrêtez, ça sert à rien de nous payer, vous pouvez nous payer, mais on ne pourra jamais craquer une clé privée. Ce n'est pas possible, on ne peut pas craquer cet algorithme de sécurité cryptographique. Ça fait partie, ça renforce finalement la décision qui est, lorsque vous allez adopter Bitcoin, quels sont les risques. Est-ce qu'il y a un risque que votre portefeuille, littéralement de l'État, qui représentera donc des centaines de milliards pour tous les habitants, puisse être craqué? La réponse est non. Est-ce que c'est possible que demain ce réseau s'écroule à zéro? Oui, mais comme le système bancaire actuel. Par contre, c'est quoi le risque? Quelle est la probabilité? Il est faible. À quel point est-ce que le minage est décentralisé? À quel point il est suffisant pour sécuriser le réseau? Bon, et en plus qu'il l'est déjà assez, on va s'assurer qu'il l'est encore plus en minant nous-mêmes, en sécurisant nous-mêmes. À quel point il y a assez de nœuds et d'éducation? Bon, on va faire en sorte que l'infrastructure est là. Du coup, qu'est-ce que vous pensez que fait El Salvador? Zéro taxe, le pass pour les personnes qui veulent s'installer là-bas quasiment instantanément, une aide pour les entreprises crypto qui veulent s'implémenter, etc. Ils ont un intérêt économique et financier à accepter un maximum d'investissements d'entrepreneurs. Et lorsqu'on dit El Salvador, il faut penser que du coup, toutes les petites nations vont être les premières à adopter Bitcoin. J'ai parlé beaucoup de nations et j'ai parlé des grosses sociétés. Il faut comprendre que c'est également toutes les petites sociétés. Aujourd'hui, avec la loi qui vient d'être passée à El Salvador, ça veut dire que toutes les sociétés de El Salvador doivent accepter du Bitcoin sous 3 mois. Je vais redire cette phrase parce qu'elle est importante. Les sociétés implémentées à El Salvador doivent légalement accepter du Bitcoin sous 3 mois. Même s'il faut 1 an pour que ça soit réalistiquement mis en place, ça reste immense. Ça veut dire que tous les petits magasins locaux doivent accepter du Lightning, parce que ça va passer par Lightning évidemment, avec Strike ou d'autres solutions. Si vous voulez savoir c'est quoi Strike, j'ai fait une vidéo récemment pour expliquer ce que c'était ce projet qui a finalement été l'un des gros éléments déclencheurs de l'adoption de El Salvador pour Bitcoin. Bref, ils vont devoir accepter, ils vont devoir avoir de la compta en Bitcoin, même si ça reste en USD, on est d'accord. Ça veut dire que leur compta restera en dollars officiellement, mais ils sont obligés d'accepter Bitcoin. Quand on parle des petits magasins, on peut penser évidemment aux boulangeries d'El Salvador, mais on peut penser également du coup à Nike, à Apple, on peut penser à Microsoft, on peut penser à littéralement toutes les plus grosses sociétés américaines, McDonald's, etc., KFC, toutes les sociétés qui sont implémentées à El Salvador, toutes ces méga corporations mondiales, se retrouvent littéralement obligées d'avoir une de leurs sous-sections qui est donc à El Salvador, qui a du Bitcoin. Ça fait que indirectement, toutes les sociétés du monde vont détenir du Bitcoin ou devront l'accepter, même si c'est pour le revendre après. Et ça veut dire que quand on remonte plus haut sur tous les investisseurs, ils ont tous indirectement du Bitcoin. Ça veut dire que les fonds de pension indirectement auront du Bitcoin par les sociétés qui détiennent, qui eux-mêmes doivent accepter Bitcoin. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est comme ça qu'une hyper-bitcoinisation commence en fait. Enfin, à mes yeux, je pense que c'est parce que du coup, ils vont se retrouver entre guillemets obligés d'en avoir que petit à petit, ils vont développer les outils internes pour accepter Bitcoin. Et lorsqu'un deuxième pays mettra Bitcoin légal, lorsqu'un troisième pays le fera, quatrième, cinquième, 10e, 20e, finalement, toutes ces méga corporations, ils vont pas retirer leurs magasins d'un pays. Non, ils vont simplement réexploiter les outils qu'ils ont dû développer en interne pour ce cas extrême, un deuxième cas, un troisième cas, un quatrième cas, et petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils ont de plus en plus de cas avec du Bitcoin, ils vont se rendre compte que leurs outils sont de plus en plus efficaces, que leur sécurité est en place, que leur compte est en place, que les lois, les normes, etc. sont en place. Et le jour où ce sera un gros pays, le jour où ça va être Amazon qui va dire « nous acceptons Bitcoin », vous inquiétez pas que là, ça y est, ce sera le non-retour. C'est le moment où tout le monde va être en mode panique, tout le monde va dire « oh putain, je suis à la bourre, il me faut un site internet ». Je pense que vous avez l'idée. Le moment où tout le monde s'est dit « oh putain, il me faut un site internet, oh putain, il me faut une page Facebook »,
et ben on va avoir un moment où tout le monde va dire « Oh putain, il me faut une réserve en Bitcoin, il me faut accepter Bitcoin ». Et ça va être vu d'un point de vue financier pour ne pas avoir une trésorerie qui est dévaluée à cause de l'inflation, mais également parce qu'à un moment, il y aura de la demande des utilisateurs et il y aura une demande légale qui obligeront ces entreprises à faire ça. On peut débattre du fait que obliger d'accepter Bitcoin est anti-Bitcoin, et c'est complètement normal de penser ça. Bitcoin est une monnaie libre, donc l'obliger est quelque chose de complètement contradictoire avec la philosophie même de Bitcoin. Par contre, voilà, je ne suis pas le président d'El Salvador, je ne peux pas décider ce qui se passe, mais c'est complètement logique que ce genre de choses arrivent et les utilisateurs décideront d'utiliser Bitcoin ou non. Le fait que Bitcoin monte, c'est parce que les gens ne dépensent pas leur Bitcoin. Ça fait également partie de la théorie du jeu qui dit finalement, hodl, technologie, number, go up. C'est super intéressant. Il y a un meme que j'adore, ou un mème pour ceux qui disent mème, que j'adore, et c'est celui-là. Il a été pendant un petit moment derrière moi, mais il rendait jamais bien à cause de la caméra. Ce mème, c'est littéralement un bureau de boomer, c'est-à-dire un patron avec peut-être la comptable, quelqu'un d'autre, un jeune, peu importe. Mais c'est littéralement un petit bureau d'une petite PME, comme des personnes proches de moi en ont, comme beaucoup d'entrepreneurs en ont, comme ce qui représente 80 ou 90% de l'emploi français, ou quasiment mondial. Et la phrase, c'est le boss qui dit « Nous devons repenser notre stratégie que Bitcoin va juste disparaître » ou « go away », mais c'est la même idée. Cette phrase, pour moi, c'est pour ça que je suis dans cette industrie. Cette phrase représente tout à mes yeux. Nous devons repenser notre stratégie que Bitcoin va simplement disparaître. Elle est puissante, cette phrase, parce que c'est exactement ce qui se passe. D'abord, ils nous ignorent. Après, ils nous critiquent. Après, ils nous attaquent. Après, ils adoptent. Et le fait qu'aujourd'hui, ils nous attaquent tellement, ils nous attaquent avec le FUD écologique, ils nous attaquent avec finalement les terroristes comme en 2013 ou en 2014, avec le dark web. Ils nous attaquent en disant que ça ne fait pas assez de transactions, sans considérer qu'il y a strike. Ils nous attaquent en disant blockchain, pas bitcoin, alors qu'on sait tous que c'est bitcoin, pas blockchain. Ils nous attaquent avec plein de blockchains privées, alors qu'on sait que ça n'a aucun sens. Ils nous attaquent avec des CBDC, des monnaies étatiques dirigées par finalement nos politiciens et nos banquiers actuels, qui ne donnera aucune liberté, aucun choix de dépenses, aucune non-inflation, aucune vie privée. C'est un désastre. On en a déjà parlé des CBDC, ou si vous voulez, je ferai un épisode uniquement basé sur elles. Ils nous attaquent de tout ce qu'ils peuvent faire. Ils nous attaquent avec de la mauvaise information, comme ça a été mis dans les médias quand je suis passé à France 2. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Ils sont toujours à nous attaquer, à détruire nos comptes bancaires. On n'a pas le droit d'être bancarisé en France si jamais on fait du Bitcoin. Ils nous attaquent tout le temps. Ça fait partie de la game theory. Ça fait partie de la logique. Ces gens sont en train de défendre leurs intérêts. Nous, on est en train de défendre les nôtres. Nous sommes sur un clash des titans sur quelle monnaie on veut demain. Qui doit avoir le pouvoir de la monnaie? Est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les banquiers ou est-ce que c'est le citoyen lambda? Qui a le droit de dépenser comme il veut? Qui a le droit à une épargne? Est-ce qu'ils ont le droit d'imprimer à l'infini ou est-ce que justement on doit dire non à cette impression? Tout ça, c'est simplement un clash des titans qui est en train de se créer entre l'élite mondiale et la civilisation, le peuple. Et ça, c'est de la game theory. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on a une chance d'y arriver, on a une chance de réussir en adoptant une technologie qu'ils ne peuvent pas arrêter parce qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Eux, ils pensent qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas, du coup, ils utilisent d'autres stratégies. Et la stratégie de la peur marche très bien. Et c'est là où il y a le FUD. Mais on est dans la phase donc attaque. Ils ont arrêté de nous ignorer et ils ont arrêté de nous prendre pour des cons. Ils nous prenaient pour des cons au début, après ils nous ont ignorés, maintenant ils nous attaquent. Ils sont tous à essayer de dire qu'on ne sert à rien. Mais le fait que El Salvador accepte Bitcoin en monnaie légale, alors là, mais ils vont pas en parler aux médias, ils vont pas en parler au JT, mais c'est un coup dans leur dos. Parce que c'est vraiment qu'il y ait un mec, même si c'est une dictature, même si on peut dire que El Salvador n'est pas le pays le plus propre, on s'en fout. Le fait que El Salvador d'un coup dise que Bitcoin est une monnaie légale, ils l'ont en travers de la gorge. Ils vont jamais le tolérer. Mais tu as Madame Lagarde qui est en train de se dire « Oh putain, fais chier ». Avant, c'était les putains de geeks, excusez-moi du langage, qui ne voulaient pas nous obéir. Et maintenant, c'est un pays entier. Sauf que demain, il y aura 2, 3, 4 pays. Comme je vous l'ai dit au début, aujourd'hui, il y a plein de députés en Amérique latine et en Afrique et dans des petites îles qui commencent à dire « Eh mais attendez, c'est pas trop con, on peut devenir souverain. Nous pouvons redevenir des États plus souverains en adoptant une monnaie neutre. » Ça, c'est pas du tout dans les plans de World Forum of Economics, c'est pas du tout dans les plans de la BCE, c'est pas du tout dans les plans de Madame Lagarde, c'est pas du tout dans les petits plans des gens qui sont en train d'instaurer
un nouveau système, hein, le monde de demain, le grand reset, pour dire, et non pas pour aller dans les conspirations, dans les théories conspirationnistes, hein. C'est littéralement sur la première page de leur site. Donc en soi, c'est littéralement mot pour mot ce qu'ils veulent. Et ben, ils veulent un système où vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et ben, ce système, il est opposé à Bitcoin, qui permet d'avoir finalement de la propriété privée non censurable, non confiscable par l'État. Donc c'est vraiment, encore une fois, comme la vidéo 1, comme la vidéo 2 de toute cette série Explorons Bitcoin, où je vais vraiment plus loin. Et même l'écologie, c'est à peu près le même principe, hein. C'est un clash des titans entre deux choses, le peuple, l'élite. Les gens qui veulent un système parfait, traçable, non possible pour la vie privée, où tous les impôts sont automatiques chez eux avec les choses qui vont bien dans un système de statisme, contre nous qui ne refusons parce qu'on veut garder de la liberté. Et bien la game theory de Bitcoin, ça va être ça. C'est exactement ce combat qui est en train de se jouer à une échelle mondiale. Et avant, quand c'était à une échelle plus locale, MicroStrategy a été les premiers à faire que ça passe d'un coup sur les corporations. Et bien là, El Salvador est le premier pays à dire on passe au point de vue étatique. Et ça va être absolument passionnant parce que le jour où des États se mettent à acheter du Bitcoin, le jour où les États minent du Bitcoin officiellement de façon intense, le jour où toutes les banques se mettent à acheter du Bitcoin parce que certaines banques décident de quitter le système et le cartel bancaire pour prendre leur indépendance, ce qui est complètement possible et encore une fois inévitable parce que la game theory dit, à mes yeux, que si tu n'adoptes pas Bitcoin, tu seras le dernier à l'adopter. Et dans un système comme Bitcoin, la dernière personne qui accepte Bitcoin, la dernière personne qui s'implémente, va être le perdant. Tout comme la dernière personne qui s'est implémentée sur Internet est mort, a été racheté, a perdu. Et du coup, pour en revenir à notre FUD, donc ils nous ignorent, non, ils se moquent de nous, ils nous ignorent. Aujourd'hui, on est dans la peur, l'attaque. La prochaine, c'est ils acceptent. Et ça va être inévitable. Par contre, ce ne sera pas le même rythme. Il faut comprendre que ce combat va prendre des dizaines d'années. J'ai pas envie de dire des centaines, mais ça va prendre 20 ans, 30 ans. Souvent, vous me dites quand je dis 20 ans, je suis trop optimiste. Peut-être que ce sera 40 ans. Après, souvent, on surestime ce qui se passe en un an, mais on sous-estime ce qui se passe en 10 ans. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que Bitcoin dans 10 ans, si demain, on n'est plus sur seulement El Salvador, mais d'ici 2, 3 ans, 4 ans, on se retrouve avec déjà 10 nations qui acceptent Bitcoin, ce ne serait pas déconnant que du coup, dans 7 ans, 8 ans, on se retrouve avec 40 nations qui acceptent Bitcoin. Et à partir du moment où tu as 40 nations qui acceptent Bitcoin, que le minage est global, que les sociétés comme Amazon vont accepter Bitcoin, dans 10 ans, ce ne sera plus du tout le même monde. Et c'est ça qui est assez compliqué à envisager. Après, je ne pense pas que dans 10 ans, le dollar ou l'euro l'Europe et les Amériques, les États-Unis, auront changé vers un système Bitcoin. Non, non, non. Je pense qu'un standard Bitcoin, une hyper-bitcoinisation va prendre vraiment 30 ans, 40 ans. Et la France, malheureusement, les États-Unis, malheureusement, l'Europe vont être parmi les derniers à accepter cette technologie. Et j'en ai parlé dans, encore une fois, la vidéo 1 sur le monopole bancaire, simplement parce qu'on ne peut pas accepter ça avec une nation à 72 millions d'habitants, 67 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Accepter Bitcoin, ça veut dire détruire toute l'aide que l'État nous donne. C'est arrêter d'être dans un système aussi socialiste. C'est quelque chose qui n'est juste pas possible avec finalement la vision politique actuelle qui a été mise en place depuis des années. C'est pour ça qu'on ne va jamais accepter Bitcoin en France. On ne peut pas. Donc les entrepreneurs vont quitter la France pour d'autres pays. Les capitaux vont quitter la France pour d'autres pays. Nous allons continuer à nous appauvrir. Nous allons continuer à prendre du retard technologique. Et ce sera seulement dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura pris un retard monstre, que tous les cerveaux finalement se seront déjà barrés, les capitaux avec, que peut-être le gouvernement acceptera qu'ils avaient eu tort, ils mettront des lois un petit peu plus soft et on essaiera tout doucement de rattraper notre retard. Sauf qu'entre deux, vous l'avez compris, des pays comme El Salvador, mais peut-être un petit peu plus poussés, donc d'autres pays qui ont accepté Bitcoin, auront pris un avantage compétitif astronomique, auront déjà plein de Bitcoin, auront déjà une infrastructure, de la logique industrielle et du coup entrepreneuriale pour accueillir des cerveaux, des sociétés. Binance qui a quitté la Chine, imaginez comment la Chine doit se mordre les doigts. Ils ont perdu une licorne. Aujourd'hui, on a Ledger qui est devenue une licorne française. Félicitations à vous Ledger. C'est quoi la dominance de Bitcoin en France? C'est ridicule. La France a perdu le combat face à Bitcoin. Et c'est triste de dire ça. Mais c'est un fait. Et quand on perd le combat, quelqu'un d'autre l'a gagné. Et c'est d'autres pays, comme les États-Unis, où l'adoption de Bitcoin est impressionnante. C'est d'autres pays, comme le Japon, où Bitcoin est très bien encadré.
c'est d'autres pays comme ça qui vont finalement, des petites nations qui vont prendre le dessus sur nous. Et ça fait partie de la théorie du jeu de Bitcoin. C'est pour ça que souvent on parle de citadelles. Les citadelles, c'est une suite logique à Bitcoin. Si en France on devient très drastique, limite dictatorial ou autoritaire en Europe pour refuser l'adoption de Bitcoin, ce qui est encore une fois complètement possible et même plus probable que non probable, on va se retrouver avec finalement des gens qui doivent se cacher en France parce qu'ils ont du Bitcoin, réussir à être beaucoup plus privés, partir parce qu'ils n'auront pas d'autre choix, etc. Et c'est simplement une fois qu'on aura un changement drastique de système, un changement drastique d'état, avec sûrement une révolution, que un standard plus Bitcoin friendly pourrait être adopté, au même titre que dans d'autres pays, ça avait déjà été adopté depuis très 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 longtemps. C'est complètement logique et tout ça, on appelle ça de la théorie du jeu, ou du moins j'appelle ça la théorie du jeu. Sachez que c'est sûrement l'un des domaines qui me passionne le plus, mais je suis le moins expert, simplement parce que je suis très bon en stratégie. Et je me lance des fleurs. Non, je suis plutôt bon en stratégie, j'ai une bonne vision très macro d'un peu tout, et c'est pour ça que ça m'intéresse autant la théorie du jeu de Bitcoin. C'est d'ailleurs pour ça que mon argent est là-dedans, parce que je pense qu'elle est tellement forte avec le Lindy Effect que c'est inévitable. Par contre, c'est sûrement l'aspect de Bitcoin où j'ai lu le moins, j'ai vu le moins d'études poussées, j'ai vu le moins finalement de stats et de maths qui permettent de prouver ce que je dis. Par contre, je vois beaucoup de faits. Le fait que MicroStrategy mette littéralement leurs couilles sur la table avec du Bitcoin, le fait que El Salvador, ce soit le président qui fasse passer la loi, qui passe à l'unanimité dès le premier vote après 2 jours d'annonce, pour moi c'est ça. Le fait que juste après, je vois des députés sur Crypto Twitter, enfin sur Bitcoin Twitter, excusez-moi, partout dans le monde, des présidents de petites îles qui mettent des yeux laser, pour moi ça y est, ça prouve sans avoir un papier, on va dire finalement un papier officiel, ce que j'essaie d'expliquer depuis des années à tout le monde, qu'à un moment c'est une pierre qui tourne et elle est en train de prendre de la vitesse. Et le jour où elle aura tellement de vitesse, personne ne pourra l'arrêter. Et tu auras beau mettre l'armée américaine devant cette boule, la boule va l'écraser. Parce que le jour où l'américaine ne pourra pas être payée, et bah vous inquiétez pas que ils changeront de monnaie, hein, ça va être évident. Ça va être passionnant, ça va être absolument passionnant. Et quand tu rajoutes des Covid là-dedans, bah, tu rebalances la roue. Quand tu balances des infos comme El Salvador, tu relances finalement de l'aléatoire dans l'équation. Et c'est un chaos absolu qui est en train de se développer autour de Bitcoin, qui est lui par contre une horloge, littéralement. Bitcoin continue à avoir ses blocs toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, un bloc arrive, peu importe que toutes les nations du monde se foutent sur la gueule ou acceptent Bitcoin. Peu importe que des gens vont être tués parce qu'ils ont du Bitcoin, peu importe que des gens iront en prison parce qu'ils ont du Bitcoin, peu importe que des nations feront fortune parce qu'ils ont adopté Bitcoin et d'autres nations périront parce qu'ils ont refusé Bitcoin, Bitcoin est apolitique. Bitcoin est simplement un protocole qui permet à tout le monde de façon complètement neutre de l'utiliser. Et ça, c'est la beauté de la chose. Le fait que personne ne le contrôle, le fait que personne ne puisse interdire l'utilisateur fait que tout ce que j'ai décrit avant est possible. Il n'y a pas eu besoin d'autorisation pour que El Salvador accepte Bitcoin. Ils n'ont demandé à personne. Ils ne sont pas allés voir le Congrès américain, ils ne sont pas allés voir une banque. Ils ont simplement dit « Hey, vous savez quoi? On accepte Bitcoin. » Ça, c'est quelque chose qui est astronomique quand on y pense. Ça fait que d'un coup, 6 millions de personnes ont accès à un système bancaire sans que personne leur demande. Ils ont simplement choisi. Tout le monde choisit Bitcoin, tout le monde est forcé d'utiliser la monnaie que l'État leur donne. Et c'est là où on repart sur la petite contradiction avec, du coup, ils sont forcés d'utiliser Bitcoin, qui est d'ailleurs vu, et à juste titre, encore une fois, comme quelque chose de très dangereux à la limite pour Bitcoin. Parce que forcer Bitcoin, ça pourrait très bien dire forcer l'utilisation de Bitcoin sous les conditions d'un dictateur, à savoir un portefeuille, tout est tracé, un système où on pourrait imaginer, c'est peut-être pas la bonne vidéo pour en parler, mais on pourrait imaginer des systèmes très noirs finalement, où c'est toujours des multisigs avec une clé détenue par l'État, un système où tous les HICPUB de tous les portefeuilles sont donnés aux impôts systématiquement, finalement un système où Bitcoin rate parce que il n'est pas libre. Et encore une fois, si on pense plus loin que simplement ça, ce n'est pas parce qu'un pays avec une dictature utilise Bitcoin, on va dire de façon noire, qu'il n'y aura pas d'autres pays qui utiliseront Bitcoin de façon blanche. Et c'est là où Bitcoin est apolitique et neutre. Et finalement, dans notre spectre, on aurait plein de nations très libres, plein de nations pas libres, mais toutes utilisent Bitcoin parce que c'est dans l'intérêt de la nation qui l'a adopté.
indirectement. Bref, voilà, je parle rarement de théorie du jeu, je parle rarement de l'intérêt des mineurs à être honnête, je parle rarement de l'adoption de masse de Bitcoin, mais je pense que cette vidéo du coup est là pour faire ce gap qui me manquait. J'en profite d'ailleurs si vous êtes toujours ici pour vous dire que je commence ma formation numéro 2 par rapport au nœud Bitcoin. Donc dans toute cette série Explorons Bitcoin, je parle souvent du nœud, je parle de ce logiciel qui permet d'être souverain, ce logiciel qui permet de vérifier et de ne plus faire confiance, ce logiciel qui permet d'être cette propre banque, de dire non à la tyrannie de l'État et de contribuer au réseau. La formation numéro 1 de mon cours Teachable permettait d'avoir sa clé privée, d'être en contrôle de son argent. La formation numéro 2 permet d'être souverain et de vérifier qu'on ne fait pas de la merde et d'aider au réseau. Je ne sais pas encore ce sera quoi la formation 3, mais vous inquiétez pas qu'on garde cette même optique de devenir des bitcoiners souverains, d'être des gens qui n'ont pas besoin d'un État pour faire leur business. Vous êtes un commerce, vous voulez accepter de l'argent, vous acceptez Bitcoin. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous n'avez pas besoin de demander à l'État si vous avez le droit d'accepter de l'argent quand vous vendez des fleurs. Ça, c'est peut-être très libertarien, c'est pour ça que cette vidéo est plus politique, mais pour moi, c'est inévitable que la liberté et finalement le droit collectif à vivre, vendre, acheter devrait être fait sans l'autorisation d'une instance suprême qui décide si oui ou non vous avez le droit de vendre un pot de fleurs. Voilà, c'est un peu bête comme phrase, mais pourtant dans certaines nations ou dans certains futurs voulus par certaines personnes, vendre un pot de fleurs serait criminel. Voilà, c'était politique sur la fin, vous le savez. Je m'appelle Roxy de Découvre Bitcoin. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, partager sur les réseaux ou mettre un commentaire. Je suis toujours prêt à débattre. C'est absolument passionnant ce qui s'est passé. Bravo à Jack Mailer de la Strike d'avoir réussi à pousser autant l'adoption dans un pays qui en a besoin, parce que le Salvador, c'est peut-être pas le meilleur des pays. C'est un pays qui a besoin de Bitcoin. C'est un pays qui va prouver qu'on peut avoir une économie en Bitcoin, c'est un pays qui va pouvoir épargner, c'est un pays qui va pouvoir utiliser Lightning Network. Ce qui est trop drôle d'ailleurs parce que personne ne parle de Lightning Network comme si c'était un sujet tabou. Les médias, shitcoiners, altcoiners ne veulent pas admettre que Lightning Network marche. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que si Lightning Network marche, ça fait qu'il y a un paquet de trucs qui n'a plus de sens dans leur monde. Mais en tout cas, ça prouve que ça marche. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Voilà. Allez, je suis Roxy, je vous fais un gros bisou. Au revoir à vous. Merci de soutenir ce projet. Merci de participer. Si vous voulez l'aider, il y a toujours plein de contenu sur mon site internet découvrebitcoin.com et .fr où vous aurez une page soutien avec de la donation via Lightning ou d'autres solutions avec un shop peut-être un jour, etc. Je vous dis au revoir. Merci à vous. Restez bitcoiner. Faites attention. Gardez votre clé privée. Faites tourner votre nœud. Ne faites pas confiance et devenez souverain. Au revoir. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.